La course au défenseur de l'année. The Deepoy, Defensive Player of the Year. Yeah. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va nickel, impeccable. Quelques jours des fêtes. On se retrouve dans le canapé. C'est ça, on va avait fait les premiers dans les poufs. Ah ouais. Emploi du temps et logistique oblige. Oh putain. Voilà. C'est ça. Mais on est avec vous en ces derniers jours qui précèdent les fêtes de Noël. On est très très content d'être avec vous chaque jour. Un trophée qui tombe. On a déjà parlé de remplaçants, on a parlé de coach, on a parlé de rookie. Nous allons aujourd'hui sortir les barbelés, Alex, pour le fameux Deepoy qui, et on vient d'en parler en off, est une sacrée course. Tu te rappelles les coachs, on avait dit c'était pas facile de trancher et tout. Eh ben bienvenue dans la course au défenseur de l'année. Franchement, honnêtement, j'ai un top 3 évidemment. Bastien a un top 3 aussi. Il y a d'autres top 3 qui vont marcher. Franchement, j'ai là sur mes petites notes là, j'ai 10 candidats vraiment sérieux. Ouais, tout à fait. Et pour des raisons qui sont simples, comme d'hab, on va parler des critères parce que on est sur une course au défenseur de l'année. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec une belle battle entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Peut-être qu'on en reparlera dans cette vidéo, peut-être. Ouais. Ce qui est certain, Alex, c'est qu'il y a des critères pour être défenseur de l'année. Qu'est-ce que tu as envie de rappeler aux gens lorsqu'ils se demandent pourquoi est-ce qu'on mentionnerait ou pas, par exemple, un garçon comme Anthony Davis Parce que même s'il fait partie d'une défense qui collectivement n'est pas ouf, individuellement, c'est-à-dire que sans Anthony Davis, honnêtement, je pense qu'ils sont 30e. Ils sont 30e rating défensif de la ligue. Je vous montre pendant que Alex parle justement le classement à date du defensive rating de toutes les équipes NBA. Ouais, collectif. Donc là, évidemment, donc vous avez le Thunder tout en haut avec les Rockets et le Magic, je crois. Et les Lakers sont là, 24e. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas de la faute d'Anthony Davis. Oh non, mon ami. Il se défonce. Et donc, il a des stats, je les ai même pas sous les yeux, mais il a des stats défensives, je vais les sortir là tout de suite, extrêmement sérieuses. Un impact, c'est la tour de contrôle de la défense, donc c'est aussi un élément important lorsqu'on élit un Deepoy. Tour de contrôle, ensuite les stats, ce que j'appelle les stats défensives, c'est par exemple contre, interception, mais également le rebond. Et après, il y a dans le Deepoy, il y a une part de... C'est pas de l'intangible, mais c'est pas dans les statistiques. C'est pas de l'intangible dans le sens où il suffit de regarder des matchs des Lakers pour comprendre l'impact qu'a Anthony Davis sur une défense. La dissuasion, le fait d'être partout, boucher les trous, faire les bonnes aides au bon moment, les contests, bien switcher et compagnie. Oui. Anthony Davis fait partie de ces mecs élites qui ne fait pas partie d'une bonne défense collective, mais qui lui-même est un excellent défenseur. Est-ce que ça va suffire pour rentrer sur notre podium ou sur le vôtre? Compliqué. Vous allez nous dire ça. Parce que c'est vrai, tu le dis, Anthony Davis, on est obligé aujourd'hui, si on faisait un débat des meilleurs défenseurs du monde, t'es obligé de le mentionner. Évidemment. Parce qu'en plus, là, tu dis, il y a les stats brutes, avec du rebond, de la défense. Ça, c'est des stats brutes, il y a de la stat avancée aussi. T'as de la stat avancée, et en effet, les contests, quand tu regardes Anthony Davis, sa simple présence impacte aussi la façon dont les équipes attaquent. C'est-à-dire, moi, critère que je te balance aussi, et tu pourras rebondir, évidemment, c'est quand tu entends la façon dont les entraîneurs et dont les scouting reports abordent des rencontres parce qu'il y a ce joueur sur le terrain. C'est très compliqué d'attaquer sur des Bucks si par exemple tu as des garçons comme Giannis Antetokounmpo ou Brook Lopez qui ont pu faire du boulot, avec du Andre Jackson aussi. Chacun a des profils très différents. Après, la défense des Bucks, elle s'est bien mise en route et elle remonte petit à petit. Je rappelle qu'on est dans une course au trophée et que donc nous sommes à environ un tiers de la saison. Ils sont 13e, là je les vois sur ton écran, les Bucks. C'est ça. On est à un tiers de la saison, donc on va prendre en compte également des tendances, mais on est obligé aussi d'être factuel, c'est-à-dire qu'on peut pas juste dire la défense s'améliore, elle va être meilleure. On est obligé d'être là à l'instant T quand même. C'est ça. Il y a aussi des joueurs qui vont peut-être se retrouver un peu lésés, ou en tout cas leurs fans, c'est ce qu'ils vont nous dire, parce que comme tu fais partie d'un collectif qui défend hyper bien, c'est pas toujours facile de sortir un gars, même si, faites-moi confiance, on va y arriver. Il y en a un, regardez là-haut. On va sortir des gars. Ah, lorsqu'on vous parle de Thunder, vous avez envie de parler de qui? Lorsqu'on parle de Rockets, il y a quel joueur qui vous vient à l'esprit? Et Orlando, bien évidemment pareil. Minnesota, même affaire. C'est vrai qu'à chaque fois, tu as un gros travail collectif, mais avec un représentant qui va essayer d'avoir ce Deepoy. Voilà. L'année dernière, Rudy est le meilleur défenseur de la top défense NBA. C'est ce qui fait qu'il a été encore élu Deepoy. Voilà. Autre précision également, il n'y a pas forcément besoin d'être un joueur intérieur pour être Deepoy.
Il n'y a pas forcément besoin d'être intérieur pour être en All NBA Defensive Team. C'est quoi ces conneries? Donc faites-moi confiance pour représenter les extérieurs. Bien sûr. Bien sûr. Ça me rend ouf. 2-3, surtout qu'en plus là, on est actuellement dans une phase de la NBA où je trouve qu'il y a beaucoup de très bons défenseurs extérieurs. Et c'est nécessaire plus que jamais quand tu vois le cas de la qualité offensive. Des mecs qui se sont spécialisés là-dedans et qui font d'autres trucs sur le terrain, mais que les coachs utilisent pour contrer la qualité du spacing actuel de la ligue. Bien C'est-à-dire sûr. Dans cette ligue où ça shoot énormément à 3 points, tu as besoin de mecs pour naviguer dans les écrans, pour prendre les porteurs de balles très très haut et ne pas les lâcher, pour bien gérer les prises à 2, être sur l'homme et en aide. C'est ça. Et puis après, donc tu as le profil Anthony Davis, c'est-à-dire le profil, pivot, contest, contre, protection, rebond. On en a quelques autres à citer là-dedans. D'ailleurs, du bleu-blanc-rouge dans ce genre de domaine. On va parler de tricorne dans quelques secondes. Dans ce genre de domaine, il y a du bleu-blanc-rouge. On a aussi on a un gars qui a un profil un peu plus atypique. On verra ce qu'on en fait. Qui joue dans une franchise qui a été 4 fois championne dans les 10 dernières années et qui n'a pas forcément les stats. Clairement. Non, mais pas forcément les stats. Par contre, c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Et en ce moment, il veut remettre les points sur les i. Voilà, c'est ça. Et donc, attention, ça se discute également. Si vous aimez les coups de la corde à linge et les étranglements par-dessus la troisième corde, et si vous aimez aussi les piliers de défense qui ont l'air, enfin, pas qu'ils ont l'air de rien comme ça, mais je veux dire qu'ils connaissent tous les systèmes offensifs adverses et qui te guident l'équipe. Dis donc. Bien sûr. Moi, je suis obligé d'ajouter un ingrédient que vous connaissez bien puisqu'on suit la NBA au quotidien et on les voit notamment ces match-up avec. On a des visuels évidemment pour les joueurs qui font des grosses performances. Et puis il y a de plus en plus dans la tendance, certains s'en amusent, les visuels de machin a été mis en prison. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des grosses match-up défensives, quel type de superstar qui a un rendement habituel chiffrable et nettement en dessous de ses standards. On a vu des situations récentes, par exemple finale de la NBA Cup avec un André Jackson qui a été envoyé en mission sur Shai Gilgeous-Alexander. Comment ne pas parler de lui? Alors c'est un travail collectif, il ne peut pas être agressif. Il a fait un boulot en premier rideau. Bien sûr, mais il ne peut pas être aussi agressif s'il n'y a pas Giannis qui patrouille derrière avec Brook Lopez. C'est normal puisque c'est un travail collectif, mais je suis aussi assez fan, ça s'est passé avec Herbert Jones par le passé, ça s'est passé avec d'autres garçons aussi dont on va reparler, mais lorsque tu as une grosse star en face qui, tiens c'est bizarre, on le voit régulièrement, une grosse star est en dessous de son rendement, il y a peut-être une raison à ça aussi. Exactement. Et d'ailleurs les joueurs en parlent, on parle de Lou Gensdort où il y a eu des déclarations Dylan de la part Brooks, c'est pas mal dans ce genre bien aussi. sûr, de la part de Luka Doncic par exemple qui disait il marche le micro, excusez-moi Lou Gensdort c'est un des mecs qui me pose le plus de problèmes. Ça a un impact ça aussi sur les votants et obligé de finir Alex quand même avec ce magnifique classement. C'est vrai que l'année dernière, Wemby était deuxième d'une course au Depoy alors que les Spurs collectivement n'étaient pas là mais lui était historique en termes d'impact. On va quand même souvent retrouver des représentants qui sont dans le top 10 défensif, mais c'est pas une règle définie. Non, c'est pas une règle définie, puisque là, clairement, on est sur un trophée individuel, donc tu peux pas avoir que le collectif. Disons que si tu es vraiment dans une défense trop pourrave collectivement, ça va forcément te pénaliser. C'est ça. Et donc, va vraiment falloir envoyer des choses très sales individuellement pour qu'on reconnaisse et qu'on te rentre dans le podium. Absolument. J'en profite, puisque Alex m'a fait la passe ici à l'instant. Mesdames et messieurs, vous savez qu'on est en période de fête et que ce week-end, c'est le dernier week-end pour faire ses courses. Vous l'avez vu, il est partout. L'équipe de France de basketball selon Trash Talk, le dernier bébé, le gros bouquin. On va parler de défense, on va parler de barbelé. Vous inquiétez pas, on va parler tricolore. Il y a 2-3 garçons qui peuvent être mentionnés. Ouais, grave qui sont mentionnés dans ce bouquin d'ailleurs. Hein. Oh, oui, plus d'une fois. Plus d'une fois, tout à fait. Vous pouvez le retrouver dans toutes vos bonnes boucheries, comme on le répète souvent. Exactement, toutes les bonnes boucheries, les bonnes boulangeries. Il est magnifique. Il est tout bleu, il fait 256 pages, il pèse 2 kilos à peu là, on près. dirait pas, mais je contracte là. Ouais, voilà, exactement. Et on en est très fiers. L'objet est très cool et puis on est fiers d'avoir fait un truc sur l'équipe de France parce que ça mérite, parce qu'elle rythme la plupart de nos étés et voilà, on a envie que ça continue. Exactement. Et je fais une petite précision, c'est un livre qui est hommes et femmes. J'allais dire exactement les équipes de France. Les équipes de France, on a même tout un passage sur le 3-3. Non, c'est un livre global sur l'équipe de France de basketball. Même anti-sport, je crois que même on a fait. Tout à fait. Je crois qu'on a fait paralympique. N'hésitez pas à aller le choper. On le mettra évidemment en premier commentaire épinglé avec le lien. Si vous voulez évidemment filer un coup de pouce à Trash Talk et vous faire un très très beau cadeau à Noël. Alex, on va démarrer. Allez, on y va. Nous sommes pas à Odéon. Non. Ou comme on dit plutôt dans le studio. Dans les poufs. Dans les poufs. Ouais. Ce qui veut dire donc qu'il n'y aura pas de tablette, mais qu'on va faire de la petite mention chacun son tour. Ouais. À commencer par de la mention honorable.
Ouais. Est-ce qu'il y a des garçons? Le top 10 des mentions honorables, messieurs, dames, c'est parti. Est-ce que tu as des mentions, par exemple, qui te viennent à l'esprit où tu te dis tiens, je vais pas trop spoiler Bastien, mais ce défenseur, je voulais quand même en parler un petit peu parce que il fait un sacré boulot, le pépère, et il est pas sur ton podium. Draymond Green. Il est pas sur mon podium. Il est sur ton podium? Merde. Non, ça va. Non, Ah, non, ok. ça va. Il est... En fait, Draymond Green, voilà, j'ai fait allusion à lui tout à l'heure. Il remet grave les points sur les i. Les Warriors ont une défense top 10 en rating défensif, 7ème exactement au moment où on fait cette vidéo. Après, ça peut bouger parce que c'est quand même assez serré. Mais ils ont une défense top 10, une défense qui leur permet, sur laquelle s'appuie aussi leur très très bon début de saison. Draymond Green a déjà été une fois défenseur de l'année. Je crois. Une fois, je crois, de la grosse saison là. Ouais, défenseur de l'année 2017, tout à fait. Une belle année pour les Warriors. C'est un patron de défense. C'est un défenseur qui lit les systèmes adverses, les connaît par cœur parce qu'il a roulé sa bosse dans la ligue depuis maintenant une bonne douzaine de saisons. Il sait se placer, il peut switcher, mais pour moi, il ne rentre pas dans le top 3 aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas d'équivalent de Draymond Green en termes de lecture du jeu adverse, encore qu'on commence à avoir quelques spécimens là qui rigolent plus du tout. Qui s'inspirent de lui. Qui s'inspirent de lui, même à des postes différents et tout. Mais il commence à un peu moins pouvoir faire le geste qu'il faut. C'est-à-dire qu'avant, non seulement Draymond Green, il lisait tout, il parlait tout le temps, il positionnait ses coéquipiers, mais en plus... il venait conteste à l'arceau, il prenait plus de rebonds. Draymond Green va sur ses 35 ans. Il les aura en mars, je crois, un truc comme ça. Et oui, le temps fait que, pour le coup, la défense au basket, plus ça va, plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Et c'est normal parce qu'il faut aller défier, quand tu es à l'intérieur, il faut aller défier au cercle des joueurs de plus en plus vénères et athlétiques. Les contests, c'est de plus en plus loin parce que le spacing est ce qu'il est aujourd'hui. Et donc Draymond Green pâtit un peu de ça. Malgré ça, il reste un défenseur absolument phénoménal. Donc c'est une mention, mais ça rentre pas sur mon podium perso aujourd'hui, moi. Je suis d'accord, pareil pour Monsieur Draymond Green qui évidemment a voulu mettre un peu un point d'honneur. Hein. Là, il a vu les genoux qui débarquent, là notamment au Wemby, il a vu ce qui s'est passé avec d'autres jeunes qui veulent prendre la place. J'ai bien aimé le fait que Draymond démarre cette saison justement en disant, vous savez quoi, Golden State reste une super puissance défensive lorsqu'on s'en donne les moyens et lorsque je suis concentré, puisque l'année dernière Draymond était un peu plus préoccupé par le fait de terminer des garçons sur SmackDown, comme on dit dans le jargon. Là, on est beaucoup plus sur le Draymond Green élite qui fait ce travail-là, donc obligé de le mentionner tout à fait, Monsieur Draymond Green. Ouais, ça mérite. Moi, je veux bien l'avis des fans de Dallas. Notamment parce que j'ai aimé certaines performances de notre ami évidemment PJ Washington qui est capable de récupérer bien des responsabilités défensives. Alors c'est un travail collectif à Dallas, c'est une franchise qui en soi est 11e défensivement, je vous mets le rating ici, ce qui moi j'ai pas de candidat très, très bien. Depuis Dallas perso, ni dans mon podium ni même dans mes mentions. Tu voulais mentionner qui toi, PJ? Non, je voulais juste mentionner en fait plusieurs garçons de Dallas parce qu'en fait PJ Washington était capable de, Najee Marshall était capable de, Derek Lively montre un impact, donc c'est un effectif global. Mais je pose la question aux fans des Mavericks, en fait souvent va venir PJ Washington parce qu'il va récupérer certaines missions défensives sur un poste forward et sa mobilité lui permet justement d'avoir cette rigueur là. Alors il n'a pas les statistiques brutes aussi élevées que d'autres garçons, mais je voulais juste envoyer un peu de love chez les Mavericks parce que vraiment il y a des garçons qui se sortent les doigts. On avait même vu les progrès de Kyrie par le passé, donc voilà, vous prenez qui vous voulez à Dallas, mais personne ne rentre sur le podium, c'était une mention. Ok. T'en as un petit autre ou pas? En mention? Ouais. En mention, aujourd'hui, peut-être que des gens vont pas être d'accord avec moi, je rentre pas Evan Mobley sur mon podium. Il a pas fait le podium non plus, mais tu sais qu'il est 4-5. Alors, parce que les Cavs ont une très bonne défense, elle est genre 8e ou 9e en rating ou un truc comme ça, et Evan Mobley en est un des symboles. Tout à fait. Il a des stats défensives, notamment aux contres, aux interceptions et tout, mais il joue à côté d'un pivot qui est très fort défensivement quand même, Jarrett Allen. Ouais. Et il y a un vrai travail collectif au niveau des lignes de passe imposées par Atkinson, où tu commences à voir des Donovan Mitchell, des gars comme ça qui font les efforts sur les lignes de passe. Et donc j'ai pas réussi à sortir un mec des Cavs. Si j'avais dû sortir un mec des Cavs, pour moi le candidat Deepoy naturel chez les Cavs, c'est Evan Mobley, mais il rentre pas sur mon podium, c'est dire.
Je suis bien d'accord. Allez, moi j'en ai un dernier et après on va pouvoir Attention. sortir les tablettes imaginaires. Non, normalement lui c'est impossible qu'il soit sur ton podium, ok. mais c'était juste pareil un peu de love. On a beaucoup glorifié le travail collectif défensif qui est fait par nos amis les Clippers. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Chris Dunn qui s'est fait une place vraiment en NBA. Il était passé par Utah. On savait que c'était un excellent défenseur, mais il y a des vraies responsabilités défensives pour lui. Défendre bien les Clippers. Derrick Jones Jr. aussi qui est là. Alors dans son registre aussi à certains moments Ilka Zubac, mais voilà, chez les Clippers, moi j'ai eu des moments vraiment où j'ai senti que du Chris Dunn pouvait avoir des grosses responsabilités avec du Derrick Jones Jr. Évidemment, ils ont d'autres garçons autour. On vient de parler de certains et aussi de Nico Batum, mais voilà, j'avais envie de donner un peu de love à Monsieur Chris Dunn qui fait sa place en fait plus longtemps que prévu, plus longtemps que certains garçons de sa cuvée de draft. Ça reste un haut pic, mais content de retrouver Chris Dunn en pression tout terrain et en lecture, il a une intensité qui est assez folle. 7e rating défensif à aujourd'hui, les Clippers. C'est une des raisons de leur plutôt bonne saison. 5e, toi c'est marrant, j'ai pas les mêmes. Parce que Bastien, il vous affiche les ratings proposés par la NBA et moi je suis sur Basket Référence. Alors après, si la NBA n'est pas à jour, c'est leur sur Basket Référence, moi, mais bon, écoute, c'est comme ça. Parfois, c'est aussi un petit peu ajusté. Ça donne une idée. Est-ce qu'on craquerait pas un numéro 3 ? Allez. Je regarde mes notes. Alex, on va tout de suite dire notre numéro 3. Qui est ton 3e de la course au Depoy à 30 matchs joués environ ? Luguentz-Dort. Dyson Daniels. Fallait bien qu'il y ait un garçon des Hawks dans chaque vidéo. L'autre. Il n'y a pas le coach et le MVP, vous n'êtes pas prêt. Vas-y, Luguentz-Dort. Je pouvais pas faire ce podium sans mettre un garçon de la meilleure défense de la ligue à aujourd'hui et depuis le début de saison de manière assez indéniable. Il y a plusieurs très très bonnes défenses. Celle du Thunder, elle est meilleure que les autres. Oui, c'est la toute meilleure. Ouais, en ratings, visuellement aussi. Visuellement, attention. Après, les gens vont dire pourquoi tu ne mets pas numéro 1 ? Parce qu'en fait, Luguentz-Dort, il joue à côté de Shai Gilgeous-Alexander, qui est un putain de défenseur. Jalen Williams, qui a fait défensif. Kesson Wallace, quand il rentre en jeu, il rigole pas du tout avec la défense. Et ils ont perdu Chet Holmgren, ils ont fait rentrer Isaiah Hartenstein, ils ont rien perdu limite dans la raquette. J'exagère un peu, mais c'est différent parce que c'est pas les mêmes profils. Hartenstein et Holmgren. Hartenstein est beaucoup plus dans le combat au rebond et Holmgren est quand même encore plus qu'Hartenstein dans la protection de cercle, même si Holmgren au rebond il rigole pas et qu'Hartenstein est tout à fait capable de protéger un cercle. Mais en gros, le symbole pour moi défensif de cette équipe du Thunder, c'est Luguentz-Dort. Tu parlais tout à l'heure de se bouffer des grosses missions et les stars quand elles passent en ville, elles passent un mauvais moment. Ouais. Bienvenue dans la Torture Chamber. Bien sûr. Voilà. Luguentz-Dort, taille, poids, vitesse de déplacement est un enfer pour tout meneur, arrière, ailier. Après, si tu demandes poliment, il peut faire du boulot sur les postes 4. Il commence à être un peu petit, mais il peut. Il se déplace extrêmement bien ou dans les écrans ou sur l'homme de face et tout. Enfin, c'est un gars pour faire du pressing assez impressionnant. Ça vole du ballon dans les mains adverses sans aucun problème. Il participe quand même bien au rebond, ce qui est toujours important pour ce genre de point of attack qui va défendre sur le porteur de balle le plus fort adverse et tout. Donc ouais, non, Luguentz-Dort, de toute façon, j'ai toujours kiffé. Il fait encore le boulot de manière magnifique cette année. Pour moi, demain, si le Thunder arrive en play-off et joue les Mavs, t'envoies Luguentz-Dort sur Luka Doncic. Si le Thunder arrive en play-off et que tu joues les Nuggets, t'envoies Luguentz-Dort sur Jamal Murray, en fait. Et si tu dois jouer une équipe qui est plus dans les Suns, eh ben, tu peux mettre Luguentz-Dort sur Booker, tu peux même le mettre sur Durant si t'as envie, en fait. Il est un peu plus petit. Voilà. Ou sur Fox. Les Lakers sur LeBron. C'est ça. Donc, en fait, franchement... je peux pas faire mon podium sans mettre Luguentz-Dort dessus. Voilà, c'est impossible. Eh ben, je suis un peu triste, mon cher Alex. Ouais, pourquoi ? Parce que, évidemment, comme on l'a dit en intro, c'est difficile comme course. Il y a des garçons qui doivent quitter la piste. Et en fait... T'as pas mis Luguentz-Dort sur ton podium ? En fait, je suis triste parce que pour moi, s'il n'y avait pas eu de blessure de Chet Holmgren, il serait probablement numéro 1 de mon classement. Chet Holmgren ? Ouais. Oui. Je suis d'accord, mais du coup... C'est un vrai... la blessure fait trop mal. La blessure fait trop mal. Et en fait, du coup, il y a du Luguentz-Dort qui est mentionné, et certains peuvent le mettre en 1, et moi je comprends totalement, mais pour moi, en début de saison, et ce qui avait eu lieu dès le début de cette saison régulière, c'est
Le Thunder va être une des meilleures équipes de NBA, le Thunder va avoir la meilleure défense et la tour de contrôle entourée de tueurs à gages, c'était Chet Holmgren. Et il avait les statistiques individuelles, il avait l'impact et les contests à l'arceau, et donc je suis un peu triste parce que j'aurais aimé que Chet Holmgren soit sur 2 cannes. Pour moi, ce serait le clair leader. Il est extraordinaire en défense. Le Thunder tient très bien sans lui, donc ça peut être aussi un contre-argument. Ça peut être aussi un contre-argument, mais on l'a senti. On l'a senti certains soirs, on l'a sorti notamment face à nos amis les Bucks. Après, contre les Bucks, ce qu'on a surtout senti, c'est la défense des Bucks. Tout à fait, mais je trouve. Mais oui, je suis d'accord. Non, mais parce que les Bucks sont même pas à 100 points. Ah non, mais bien sûr. Ils sont sous les 100 points, je crois. Bien sûr, tout à fait. C'est parce qu'ils ont une défense de maboule. Ils sont sous les 100 points, évidemment. Ils sont à plus 15. C'est ça. Contre le Thunder de cette année. Ouais. Non, mais bien sûr. Lugensdorf pour toi en 3. Je devais faire une petite mention à monsieur Dyson Daniels. Sur le podium. Allez, on y va. Bon, il est pas sur mon podium, mais je respecte à fond son travail. Au niveau ligne de passe, l'autre c'est un relou. Et sur l'homme. Sur l'homme, il est relou. Et sur l'homme. Il est fort. Numéro 1 de toute la NBA en deflections. Il y a eu un écart énorme qui a été mis. En interception, tu veux dire? Non, même deflections tout court, c'est-à-dire la capacité juste à toucher les ballons, que ce soit sur des lignes de passe, sur le dribble. Il y a eu des matchs qui ont été remportés grâce à Dyson Daniels. Les fans des Kings s'en souviennent très bien, avec De'Aaron Fox qui a été prié de rendre le ballon au buzzer. Il y a des match-ups terrifiante. Et en fait, je voulais rendre hommage à Dyson Daniels, au-delà du côté Hawks, parce que on a cherché pendant longtemps le collègue qui pouvait bien marcher avec Trae Young. On se demandait qui pouvait avoir ces missions défensives-là pour avoir ces responsabilités que Trae Young, bien qu'il fasse de très beaux progrès, reste quand même un joueur de petite taille et donc compliqué. Mais c'est vrai qu'il bosse. Dyson Daniels est une des révélations, peut-être qu'il sera dans une autre vidéo d'ailleurs, en tout cas de cette saison NBA, parce qu'il est extraordinaire défensivement. C'est le meilleur intercepteur de la NBA avec des moyennes qui sont quand même assez affolantes. On est sur 3 interceptions par match. Enfin, je veux dire, c'est énorme, avec quasiment un contre. Et tous les soirs, ça y est, il y a le surnom, The Great F Barrier. Il y a plein d'équipes qui se disent « Attends, ça va vraiment être la merde ». Beaucoup de joueurs se sont pointés soit à Atlanta, soit ont reçu les Hawks. Et le meilleur attaquant adverse, il est obligé d'être en dessous de ses standards. Dyson Daniels, l'année dernière, c'était un potentiel correct à New Orleans. Aujourd'hui, c'est un des gars qui est dans la conversation. C'est un titulaire indiscutable en NBA. C'est un titulaire indiscutable en NBA et c'est un garçon qui, vous pouvez le mettre 3e, 7e, 5e, il fait partie de la discussion du Deep Boy et je voulais lui rendre hommage parce que vraiment. Je suis d'accord, il fait partie de la discussion. Des Hawks, lui, il aura des voix. Hein. Ah oui, je pense qu'il aura plus que quelques voix, ça devrait être assez énorme. Lugensdorf pour Alex en 3, Dyson Daniels pour Vivi en 3. On va passer en place numéro 2. Alex, qui tu as? Victor Wembanyama. Jaren Jackson Jr. Bien sûr. Alors moi, j'ai pas Jaren Jackson Jr. sur mon podium. Voilà. Et moi, je te dirai ma réponse après par rapport à ce qui se passe, évidemment. Parle-nous de Wemby. Wemby n'est pas dans une défense qui collectivement est impressionnante. On a vu tout à l'heure, on est sur le 20e ou 19e rating défensif collectif. Malgré le fait qu'on lui a ajouté des mecs quand même, genre Stephen Castle, le rookie, il donne pas sa part au chien en défense. Oui. Chris Paul commence à être vieux, mais pour organiser et sur les lignes de passe, il est quand même sérieux, Chris Paul. De la blessure de Jeremy Sohan, ça n'a pas non plus aidé. La blessure de Jeremy Sohan n'a pas fait de bien. C'est sûr, parce que Jeremy Sohan fait beaucoup de bien après quand il est là en défense, il est vraiment très intéressant. Mais donc ces deux éléments-là font que je mets pas Wemby numéro 1 en fait. Je le mets pas numéro 1 parce que quand même, merde, il est même pas dans la première moitié des défenses collectives. Il doit, et je pense que c'est un axe de progression aussi pour lui, c'est-à-dire que Wemby lui-même, il a la défense en tête. Il fait des aides, c'est n'importe quoi les aides qu'il fait parce que l'autre il fait 2m24, il se déplace à la vitesse de la lumière, donc il est partout, il couvre un terrain complètement fou. Et il est le meilleur contreur de la ligue, il fait 3 contres et demi par match, il est le meilleur contreur de la ligue d'assez loin. Parce que son envergure est telle, son timing, son sens du compte. Parfois, tu crois qu'il est passé et en fait, non. En plus, je trouve qu'il apporte vraiment des choses, donc je dis de loin en aide, même en repli défensif, même si parfois, je pense qu'il pourrait faire encore plus et tout. Moi, pour mettre Wemby numéro 1, j'aurais besoin qu'il devienne pas seulement un rim protecteur, un mec dissuasif de ouf, mais qu'il devienne, et c'est normal, il est jeune encore, on se dit putain mais quel patron de défense, tu vois. Pour l'instant, je n'ai pas encore cette sensation. Quand je regarde, c'est pas encore Tim Duncan ou Draymond Green. Non, mais ce que je veux dire, des 15 meilleurs défenseurs de tous les temps. Mais c'est ça qu'on attend de Wemby. Ah oui, mais au bout de 2 saisons. Non, mais bien sûr, voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant,
pour l'instant, Il est deuxième. il est deuxième. Encore une D'ailleurs, fois. il finira peut-être l'année première, parce que là, je rappelle qu'on est qu'au tiers de la saison, mais dans le sens où sa défense, pour l'instant, elle aide ses copains, mais je trouve qu'elle ne déteint pas. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc où il manque encore un lien collectif dans les Spurs pour qu'ils deviennent une défense encore meilleure. Et il doit venir de Wemby. C'est lui qui est face au jeu, c'est lui le pivot. Mais d'ailleurs, voilà, je sais qu'il en avait, pendant les JO, je sais qu'il en avait parlé avec Gobert. Gobert est un excellent exemple pour Wemby. Gobert, c'est un truc qu'il a su devenir en cours de carrière. Au-delà du rim protecteur, rebondeur, dissuasif et tout, il est devenu un mec qui dit « Mets-toi là, attention, à droite, machin, ceci, bouge pas, j'y vais, tu y vas. » Tu vois, un pilier, un patron de défense. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on attend aussi d'un pivot. Ah mais tout à fait, bien sûr. Donc je l'ai mis que numéro 2 et beaucoup de gens vont sûrement le mettre en 1. J'attends la discussion avec ceux qui vont le mettre hors du podium parce que les Spurs n'ont pas une défense dans la première moitié collective. Non mais j'attends, on sait jamais. C'est un argument parce qu'il y a tellement de candidats. Non mais il y a trop de candidats. Regarde Jaren Jackson Jr. Tu vas nous en parler maintenant. Ah bah je vais t'en parler, ouais. Lui il est dans une défense qui défend bien. Ah, il a des copains autour qui se donnent mais waouh, mais c'est vraiment lui, il s'est devenu un patron. Ouais mais lui c'est le patron. C'est devenu un patron, t'es d'accord? Ouais, et on a beaucoup... J'aurais peut-être dû le mettre à la place non, de Dort, tu vois. Non mais Bref. c'est très compliqué. On va pas se mentir, cette course au Depoy là au bout de 30 matchs, c'est... Vous auriez mis là par exemple, on va voir, hein, peut-être que Alex nous a mis Dillon Brooks en 1, peut-être que moi j'ai mis d'autres garçons, hein. On va peut-être parler d'un grec assez Dillon terrifiant. Brooks, il n'est pas sur mon podium, je préfère le dire tout de non, suite non, aux pareil, amis hein. fans des Rockets. Tout à fait. C'est pas parce qu'il défend pas bien, hein, c'est parce que j'ai d'autres Il y a gars. d'autres garçons, il a Amen Thompson aussi, il a Tarizon. En fait, j'ai mis Jaren Jackson. Van Vliet Bien et sûr, Jabari Smith, c'est pas mal. Hein. Enfin, J'ai bref, mis il y a Jaren une- Jackson Jr. parce que, bon, déjà, il y a le retour de All-Star Jaren Jackson Jr. Et on l'a dit sous bien des axes que Memphis était de retour et qu'on les avait sous-estimés. Alors souvent, on dit là que ça peut être Taylor Jenkins avec les garçons qui sont développés, et puis avec aussi le retour de Ja Morant en forme et toute cette profondeur d'effectifs. Mais Memphis est une des 6 meilleures défenses de la NBA, et je peux te garantir que la tour de contrôle numéro bien 1, sûr, c'est Jaren Jackson. c'est Jaren Je Jackson suis Jr. d'accord. Et il y a un niveau d'intimidation et d'assise globale qui fait que les plans de jeu de beaucoup de franchises Il fait sont du totalement Draymond. altérés. Il fait du Draymond athlétique. En plus grand, Ouais. exactement, Et puis en Il tentaculaire. a progressé parce que tu sais, te rappelles en début de carrière Ah quand on bah, disait faute sur il a faute. encore 3 fautes dans le sur faute. premier quart. Faute sur C'est faute. fini ça. Bien Hein. sûr, bien sûr. C'est terminé. Bah, c'est Enfin, en pas tout cas, terminé, c'est plus mais compliqué. en tout cas, c'est voilà. Bah justement, il y a une baisse au niveau des fautes qui sont réalisées par Jaren Jackson Jr. puisqu'il est passé maintenant à 3 fautes à peu près par match. Il y a toujours quasiment 2 comptes. Il y a encore plus d'interceptions Ce qu'avant. qui Il y a des m'embête, c'est le deflections rebond. Moi, mais bon. dans tous les sens. Je comprends, mais en fait, c'est Ça me fait chier à l'intérieur qui prend moins de rebonds qu'un arrière. Ça je me sais. fatigue. Moi, à l'heure actuelle, quand je regarde notamment Memphis jouer, je suis Ah non, mais totalement oui. d'accord sur le fait qu'il y a une structure et des systèmes qui font que Jaren Jackson Jr. peut briller, mais Non, tu mais le il sens. brille. Il brille. Tu le sens, le retour de ce gars. Et d'ailleurs, il y a eu, on l'a vu en saison off l'année dernière, puisque c'était une saison un petit peu saison blanche, hein, où il a pu progresser offensivement. On fera notamment des apéros potentiellement sur la course au All-Star et voir quel joueur pourrait être All-Star. Jaren Jackson Jr., tout le monde le prend pour acquis. Ça y est. Jaren Jackson Jr., oui, depuis qu'il y a eu les débats sur peut-être qu'il y a des contres qui sont comptés en plus que d'habitude, c'est quand il avait été notamment défenseur de l'année il y a quelques années. Mais moi, je suis désolé. C'est encore un mec qui impacte beaucoup trop, qui est encore mieux dans la façon de gérer les post-up, qui a un niveau d'intimidation qui reste exceptionnel. Et oui, là, on a parlé de certains garçons qui parfois avaient des ratings défensifs collectifs moins bons. Pilier d'une excellente défense, il est obligé d'être podium pour moi. Si vous l'avez pas, moi je l'entends. Il y a d'autres garçons qui sont comme ça, c'est ce qui fait que là on dit Dillon Brooks n'y est pas quoi. Donc, Alex nous a mis en numéro 3 Monsieur Lugensdort et en numéro 2 Monsieur Victor Wembanyama. J'ai mis en numéro 3 Dyson Daniels et en numéro 2 Monsieur Jaren Jackson Jr. Qui est ton leader de la course au Depoy au bout de 30 matchs? Est-ce qu'on n'irait pas dans le... Tiens, j'ai une petite idée. Jalen Suggs. Ah ouais? Ouais. Ah, je m'y attendais pas C'est du mon tout. leader. Ah, je m'y attendais pas du C'est tout. mon leader de la course au Depoy. Je pensais que tu aurais dit Yanis. Non, je respecte à fond la défense de Yanis, attention, hein, mais quand Parce que moi, il a là failli pour le gratter coup, là, hein. je veux bien qu'il soit dans une top 10 défense. Il a Brook Lopez avec lui et c'est bon. Oh, il a des nouveaux jeunes là qui se défoncent. Il est Yanis énorme. est un défenseur de ouf. Il était en 1 chez moi et puis après j'ai... Merde, tu l'as en 1 Non, Yanis non, je l'ai pas en 1, mais T'as qui en 1 du coup? il est passé. T'as Wemby. Wemby. Ouais. Ok. Parle-nous de Jalen Suggs. Bah, Jalen Suggs,
il doit être sur les podiums de tout le monde en fait. Normalement c'est obligatoire Bastien. Franchement, ce type est devenu genre un enfer à attaquer. Il joue dur de ouf. Sur l'homme, bon, il est dans la lignée là des Luguensdorf, des Gary Payton. On peut le mettre dans cette catégorie, hein, des Marcus Smart, de ce genre de gars là sur l'homme, ultra relou, athlétique, long, très concentré, pas mal discipliné hein, sur les fautes. Il gère pas si mal que ça. Il est, malgré son relatif jeune âge, il est déjà assez malin. Et donc sur l'homme, je le trouve absolument incroyable. Il déjoue les écrans, il sent les trucs venir, il connaît bien les systèmes adverses. Ça bosse à Orlando. Hein. Il est pas tout seul évidemment. Hein. Kentavius. Ouais, mais il est pas forcément mieux entouré qu'un Luguensdorf ou qu'un Dillon Brooks. Hein. En fait, si tu prends l'effectif pur, non, mais la structure Orlando, est bien bossée. La structure mais est elle est basée de sur Jalen Suggs. Si. Elle est pas basée sur Goga Bitadze. Non, mais elle est basée. Je l'aime beaucoup, hein, mais. J'entends ce que tu veux dire, mais c'est collectivement évidemment qu'elle est basée. Quand il est pas là, ça défend moins bien. Oui, c'est sûr. De toute façon, tous les mecs qu'on a mentionnés là. Et il y a un truc qui est complètement fou chez Jalen Suggs, c'est que pour un arrière, il est extraordinaire sur l'homme, comme on en a d'autres dans la ligue. Le spacing, tout est plus compliqué avec lui. Il fait passer des très mauvais moments au poste 1, 2, voire 3 adverses et tout. Et en plus de ça, il contre. Il est là, il est en aide. Le repli défensif de Jalen Suggs. T'as pas de contre-attaque quasiment avec ce type. C'est un malade mental. Et il est presque à un compte par match ou un truc comme ça, ce qui est beaucoup pour un arrière. Il prend un peu de rebond, il participe à tous les éléments défensifs. La Derrick White. Hein. Jrue Holiday, Derrick White, Marcus Smart. Bah tiens, on parle que de mecs des Celtics, mais si vous voulez parler d'autres gars, genre il me fait vraiment penser à Gary Payton. Avec le trouve des belles grosses cannes athlétiques. Hein. Putain, absolument incroyable. Il a des épaules, il résiste bien à la charge et tout. Non, franchement, moi je mets Jalen Suggs tout en haut de mon podium pour l'instant. Orlando est top 3 défense. Sur les extérieurs, il est invivable. Il est invivable. Et en plus, il a, alors quand ils sont pas blessés, il a 2 ailiers qui font du boulot défensif, Franz Wagner et Banchero, mais qui sont quand même un petit peu plus portés sur l'attaque. C'est-à-dire que ce sont des bons défenseurs. Ce sont pas des Jalen Williams ou des gars comme ça quoi, tu vois. Je trouve. Donc voilà, moi je mets Jalen Suggs tout en haut aujourd'hui. Je suis très content et j'assume total. Voilà, et puis c'est surtout comme vous l'avez entendu en début de vidéo, les extérieurs, les guards, faut pas les oublier nos amis les guards en défense, hein. C'est important d'en avoir quand même. Jalen Suggs il fait un boulot là. C'est énorme. Tu as donc Luguensdorf, Victor Wembanyama et Jalen Suggs sur ton podium. Ouais. Donc toi t'as Wemby en 1 ? J'ai transpiré pendant quelques jours, j'avais Giannis à un moment en 1 parce que en effet certes même s'il y a les Bucks qui sont aujourd'hui 13e et ça remonte Brook Lopez, quand même. Mais alors oui, ça aide bien, il a un gros contrat avec. Mais le niveau défensif de Giannis ces dernières semaines et donc dernière semaine ça fait que 8 semaines qu'on a démarré la saison NBA. J'ai hésité et puis en fait j'en suis revenu à Wemby qui a été très complet notamment sur les aspects qui peuvent faire en sorte que les gens ne mettent pas Wemby en 1 parce que les Spurs ne sont pas collectivement tout en haut et que c'est pas encore le patron. Tu as raison là-dessus, y a pas de, j'ai rien à redire là-dessus. C'est vrai un peu ça quand même. Bien sûr, mais ça va venir sûrement. Hein. Mais c'est la force de dissuasion la plus terrifiante de toute la NBA. Point barre. Depuis longtemps en tout cas. Enfin, je veux dire, là, Wemby là, à ce moment, vous prenez tous les défenseurs de la planète, c'est le meilleur défenseur de la NBA. C'est le meilleur. C'est le mec qui empêche des coaching staff de dormir le soir parce qu'ils vont devoir affronter Wemby notamment et les Spurs le lendemain. Alors certes c'est pas encore les Pistons des années 80 et c'est pas encore les Spurs des début des années 2000, on lui souhaite. Et d'ailleurs pour que les Spurs deviennent une équipe vraiment élite, il faudra passer par là. Sûrement. Et il faudra, en tout cas tous les grands champions, ça passe par des très très grosses défenses. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur contreur de la NBA avec de la marge. C'est un joueur sur les deflections qui est encore là. C'est un défenseur clutch. C'est un mec qui terrorise les switches défensifs parce que comme tu l'as dit, c'est pas juste un protecteur qui agite ses bras. C'est un mec qui va se retrouver sur des guards et sur des shooting guards et voilà, ça y est en fait, c'est comme si défensivement on commençait à prendre Wemby pour acquis, genre le mec en fait il se retrouve parfois sur des ailiers shooters et il recule d'un pas parce qu'il sait que s'il lève les bras il va pouvoir contrer un tir à 3 points. C'est une horreur. Combien de fois on a déjà... L'année dernière,
on avait des petits highlights là qui sortaient de joueurs en contre-attaque, là en 3 contre 1, et puis tu sais, il faisait le cirque là. Il est là. Il faisait le tour. Est-ce qu'il est là Mais ça y est, c'est pris pour acquis. En fait, Wemby, maintenant il y a des 2 contre 1, il y a des 3 contre 1, et les mecs reculent. Ouais. C'est la force de dissuasion la plus terrifiante de la NBA actuellement, et il y a de la marge. Et donc peut-être que je m'avance un peu pour la suite de la course, et d'ailleurs c'est là-dessus que je comprends totalement la place numéro 2 que tu lui donnes. Mais moi aujourd'hui, il fait trop peur en fait. Il fait trop peur. Il est clairement le joueur défensif le plus impressionnant, qui a pris aussi parfois des match-ups très importantes. On l'a vu notamment lorsqu'il se battait avec du Anthony Davis, où c'était pas facile, mais qui répond. Qui a aussi, je trouve par rapport à l'année dernière, a pris du muscle. On l'a vu, la transformation aussi physique de Wemby. Et donc il y a des impacts nouveaux sur la façon de devoir gérer certains bumps physiques de la part de ses adversaires. On joue de moins en moins en fait avec le côté maigrichon ou maigrelet de Wemby. Ça y est, si tu lui ajoutes encore quelques kilos, que ça va être comment ? Ça va être quoi ? Disons qu'on joue, mais surtout quand on défend sur lui, mais en attaque, les gens qui attaquent sur lui ont du mal à en profiter effectivement. Donc à la limite, sur Wemby, on va encore continuer à débattre offensivement en se disant on a fait un apéro tous les deux, tiens, plus ou moins de 3 points, laissons-le devenir plutôt un ailier et tout. Mais alors en défense, au réveil, il arrive et les coaching staff ils sont en mode alors attends. Comment on va faire, parce qu'il y a l'autre là avec ses tentacules, s'il est côté gauche obligatoire, on va à l'opposé. Est-ce que vous avez vérifié sur les... Non, attends, les switches, on peut pas. Est-ce que c'est sur quel carton à peu près qu'il sort ? Parce que du coup, s'il sort, on va peut-être pouvoir mettre notre meilleur line-up. Ouais, c'est ça. Et peut-être qu'on pourra mieux attaquer. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais absolument ouvert à tous les numéros 1. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'on a été d'accord sur Kenny Atkinson, on a été d'accord sur Peyton Pritchard. C'est pas compliqué, t'as 3 joueurs que j'ai pas. Ton podium, j'en ai pas un seul. Ah non, si, j'ai Wemby, je suis con. C'est ça. Je suis débile. Mais j'ai pas Jaren Jackson Jr. et je n'ai pas Dyson Daniels. Et toi, t'as pas Suggs, t'as pas Dort. On était d'accord sur... Non, t'avais en rookie, tu avais mis... Moi, j'ai mis Stephen Castle et t'avais mis John Wells. Ouais, mais j'avais Castle, t'avais Wells. C'est ça. Enfin, voilà. On était d'accord sur Pritchard. On est d'accord. On était d'accord sur Atkinson. Oui. Là, sur le deep point, mettez qui vous voulez. Franchement, c'est une course. Et il reste du temps, attention. Et il y a une autre course qui arrive là où je suis pas sûr qu'on va être d'accord non plus parce qu'il y a quand même quelques dossiers un peu sérieux. De toute façon, les 2 dernières. Moi, je préfère le dire. Les 2 dernières courses. Oui, mais il y en a une qui est un petit peu plus impactante que l'autre quand même, j'ai l'impression. Ouais, bah même tu vas voir sur l'autre là. Bien sûr. Le truc en 3 lettres là. Le MIP. Ouais. Le MIP. Dites-nous, vous, bien évidemment, ce que vous pensez de cette course aux défenseurs de l'année. Bien évidemment, on attend vos arguments très très forts. Qui vous avez en leader, qui vous est sur votre podium. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on vous retrouve demain pour une nouvelle course au trophée. On vous fait des bisous, prenez soin de vous. Ciao. Et à très vite sur la chaîne de Trash Talk. Des bisous. Ciao.